Bonjour, je voulais vous demander déjà pourquoi vous avez complètement enlevé la présence d'adultes dans ce film. Alors parce que ça m'intéressait assez peu de parler des adultes et que c'était un peu comme une figure obligée quoi. Si j'avais mis des adultes, c'était pour qu'ils aient ce rôle de soit moralisateur, soit de barrière quoi. Donc tu sors pas, tu rentres à telle heure, ce qui en termes de cinéma et de fiction est assez peu intéressant et qui donc était comme une figure imposée. Et par ailleurs, ça me semblait juste par rapport à ce que je voulais raconter, qui est cette étape d'adolescence où en fait on est profondément seul et où ce qu'on traverse ne regarde que soi en réalité, et où de toute façon les parents n'ont pas de prise. Du coup, voilà, j'ai privilégié ce hors-champ radical qui me semblait, qui était à la fois un acte de cinéma, d'aller vers uniquement des choses qui m'intéressaient, que j'avais envie de filmer, et puis en même temps qui me semblait pas trahir non plus le sujet quoi. Mais du coup, j'ai eu pas mal de questions là-dessus, parce que les gens se disent, mais... Parce que je les ai pas joués non plus au son. J'aurais pu mettre plus de télé, des parents qui sont dans la cuisine, qui discutent, mais vraiment, ça me passionnait pas. Et du coup, c'est comme si ça questionnait le réalisme un peu. Comment ça se fait qu'elles peuvent sortir comme ça, etc. Oui, mais du coup, le principe de réalité, en fait... Enfin, c'est une question qu'on se pose au début du film, puis après, on s'en écarte un peu, j'espère. J'ai voulu refaire le coup pour mon deuxième film, mais là, j'ai pas pu quand même. Je me suis dit, ça va être un peu grillé. Puis avec les enfants, c'est plus compliqué quand même de penser qu'ils sont autonomes et que ce qu'ils vivent ne regarde pas leurs parents. Je vais pas jusque-là quand même. Ouais. Bonsoir, merci pour le film déjà. Et moi j'avais une petite question, donc j'avais vu Tomboy avant de voir donc la naissance des pieuvres, et j'ai remarqué que tout le temps les enfants sont dans une période estivale, c'est toujours l'été. Et par rapport à ce que vous disiez avant, j'aurais voulu un petit peu que vous m'expliquiez, parce que j'ai l'impression que c'est très en lien quoi. Fait que les enfants soient un petit peu seuls et cette période-là. Oui, c'est vrai que les deux films se passent dans une période de vacances et c'est l'idée de... Moi j'aime bien quand tout est un peu possible et quand on raconte quelque chose qui émerge dans des situations un peu exceptionnelles. Et j'aime bien l'idée que les récits sont... Je pense toujours aux récits comme à du divertissement et un côté... Ça arrive maintenant et ça n'aurait pas pu arriver à un autre moment. Donc il faut réunir les conditions. Par exemple dans Tomboy c'est les vacances et puis ils emménagent dans un nouveau quartier et puis la mère est enceinte et puis voilà, on cumule comme ça les conditions exceptionnelles, les conditions de l'évasion. Et le désœuvrement de l'été et le fait que ce soit un moment qui soit hors de la société en fait. On est hors de l'école, on est hors de la société, c'est un moment de liberté, de désœuvrement qui crée les conditions de l'exceptionnel et donc l'aventure quoi. La liberté pour les personnages c'est une responsabilité quoi, il faut qu'ils agissent avec. Et donc j'aime bien ça. Et puis c'est aussi un parti pris esthétique de faire des films d'été. Comme ça, j'aime bien, surtout sur Tomboy qui est vraiment un film solaire, alors que Sens des pieuvres est un film un peu plus glacé, on va dire. Mais j'aime bien que les personnages sont à des moments frontières de leur vie et les vacances c'est un moment en frontière aussi, quoi. Et j'essaye toujours de penser à ça. Et la banlieue c'est un espace frontière aussi, enfin. Donc on est à la lisière de quelque chose toujours. Et puis j'ai en horreur l'idée je déteste les figurants. Et je déteste l'idée de tourner dans enfin de légitimer sans cesse la réalité, voilà, donc de dire bon bah alors c'est la sortie des classes ou de filmer l'école alors que ça m'intéresse pas. Enfin je veux dire que c'est pas en lien avec ce que je veux raconter. Donc encore une fois c'est un peu essayer aussi de tracer les contours d'un univers, parce que même si on est dans du naturalisme, on est quand même dans un univers concret. Voilà, on a tendance à toujours à faire comme si le cinéma était un peu binaire, et s'il y avait les cinéastes à univers, alors et puis les cinéastes de la réalité. Mais Ken Loach, il invente son univers aussi. C'est pas Tim Burton, les grands chapeaux, ou versus le film sensible qui se passe dans une banlieue moche, quoi. Vous voyez, on crée toujours son univers, quoi. Et après, il y a juste des niveaux de stylisation.
Et la stylisation, c'est à la fois les partis pris visuels, et c'est aussi les partis pris de récit, les partis pris de ce qu'on montre et de ce qu'on ne montre pas, quoi. Et donc les parents, le monde, la société telle qu'elle se vit au quotidien, ça, on l'écarte jusqu'ici. Je ne vais pas faire le coup à chaque fois. Là encore, là, je crois que j'ai un peu... voilà, le film d'été, ça y est, il faut que j'arrête. En même temps, en tournant avec des enfants, on est un peu condamné au film d'été aussi, il faut bien l'avouer, quoi. Sauf si on va leur faire rater leur vie, leur scolarité. Oui. Bonsoir. Donc j'ai vu votre film Tomboy récemment, avant de voir celui-là maintenant, et j'avais l'impression que vos deux personnages sont tout le temps plongés dans une mélancolie permanente. Est-ce que c'est... Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de porte de sortie, donc est-ce que c'est une espèce d'une trame ou qu'il n'y a pas vraiment de message de sortie ou de ça? Alors je ne sais pas s'ils sont dans une mélancolie permanente, mais je comprends très bien qu'on le ressente. En fait, je pense que... Enfin, oui, là, ce personnage-là est dans une forme de mélancolie, ça c'est sûr, parce qu'il souffre d'aimer. Dans Tomboy, je pense pas qu'il y a une grande part d'épanouissement pour le personnage, qui est un personnage qui agit beaucoup, mais qui vit l'angoisse du mensonge. Donc, je pense qu'en fait, le point commun entre les deux films, même s'ils sont assez différents, c'est qu'il y a un seul point de vue. On est avec un seul personnage, tout le temps, dans son regard. Et donc, on partage sa solitude. Et dans la vie, ça n'existe pas de partager la solitude de quelqu'un à ce point. Ça n'existe pas, c'est impossible. Et au cinéma, c'est possible. Et en fait, en partager la solitude de quelqu'un, ça donne cette chose mélancolique, en fait. C'est l'expérience de la solitude d'un autre, quoi. Et je pense que c'est ça qui court dans les deux films et qui fait qu'on peut avoir le sentiment qu'il n'y a pas d'échappatoire parce qu'on est dans la tête de quelqu'un, quoi. Et c'est impossible de s'échapper de la tête de quelqu'un. Ah bon, j'interprète votre question avec beaucoup de licence poétique, mais mais par ailleurs, c'est aussi que les deux films ne donnent pas de réponse. Voilà, les personnages n'ont pas, leur destin n'est pas figé, quoi. La fin de ce film-là raconte vraiment que tout est ouvert, que c'est la première blessure, mais qu'il y en aura d'autres et que la vie commence, quoi. Donc c'est pas des films qui s'achèvent sur... Les destins sont pas bouclés. Et ça, c'est vertigineux, effectivement, et mélancolique, mais les films donnent pas de réponse. Donc on sort pas de la salle avec sa petite réponse sous le bras, on ressort avec ses questions, et ça, je m'en excuse. Oui, bonsoir. Le titre est assez mystérieux et le film laisse le mystère à peine ouvert. Donc, est-ce que c'est un titre qui est venu spontanément et pourquoi? Oui, c'est un titre qui est venu... C'était la première chose que j'avais avant même d'écrire l'histoire, c'était le titre. Et j'ai dû beaucoup lutter pour garder ce titre parce que vous vous rendez bien compte que commercialement c'est assez pourri quand même, le titre. C'est quand même pas top. Mais j'y tenais parce que... Alors, d'où vient-il? En fait, pour moi, pas que pour moi, pour Proust aussi, pour Virginia Woolf, pour Violette le Duc, le désir, la jalousie, c'est la pieuvre qu'on a dans le ventre, qui naît dans le ventre comme ça. Donc la première fois qu'on désire ou la première fois qu'on est jaloux, ceci étant concomitant généralement, voilà, c'est la naissance de sa pieuvre. Ensuite, il y avait l'élément aquatique, il y a ce plan sous-marin où elles sont comme ça, en agitant les jambes, il y a quelque chose qui est... Et j'aimais bien l'idée de la pieuvre comme... Bon, après, on trouve plein de raisons a posteriori, hein, avec son psy. Et alors, la pieuvre a 3 cœurs, il y a 3 personnages, la pieuvre est féminine, la pieuvre est brillante. Un animal très intelligent. Et voilà, j'aimais bien tout ce réseau j'aimais bien l'idée de l'adolescence comme un peu un état mollusque, quoi. C'est Dolto qui dit que c'est le complexe du homard, on est tout mou dedans avec une carapace. Et j'aimais bien un peu, voilà, faire comme Dolto, nommer une chose. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Je voulais vous dire autre chose. Quoi? Non, c'est tout. Oui, non, si.
Et je me suis battue pour le garder parce que, même si j'avais bien conscience que commercialement c'était pas très fort, mais parce que sinon j'étais un peu en lutte à l'époque. Il y avait une grande vague de titres, toujours tous les mêmes titres. Vous voyez, le côté attends-moi, je reviens, il fait tard, où est la nuit, je vais bien, ne t'en fais pas, comment ça va, c'était bien les vacances. Et donc je me disais, oh là là, l'été de Marie. Enfin, et je me disais, mais le public est pas stupide en fait. Il vaut mieux un titre incompréhensible et impactant qu'un titre qui a l'air sympa. Et donc voilà, je dis que ça me permet aussi d'aller dans des festivals de films marins, en bord de mer. Des questions? Oui. J'aimerais savoir à quel endroit vous avez tourné ce film. Où je l'ai tourné? Oui, ouais. Je l'ai tourné à Cergy-Pontoise, ville nouvelle en banlieue parisienne, 30 minutes de Notre-Dame, sur le RER A. C'est la ville où j'ai grandi. Et c'est pas pour ça que j'y ai tourné, même si évidemment, d'un point de vue émotionnel, c'était pas rien. Mais c'est surtout une ville qui me fascine dans son architecture et c'est un espace que j'avais vraiment envie de filmer. C'est ces villes nouvelles qui ont poussé comme ça très vite dans les années 70 et sur des coups de tête d'architectes fous. Et donc il y a des couleurs, il y a des atmosphères, il y a des angles, il y a du cinéma un peu partout, quoi. Ces colonnes là, c'est Gattaca, quoi. Je veux dire, c'est de la science-fiction. Et en plus, politiquement, c'est des lieux qui racontent la France et qu'on filme pas tant que ça. C'est les lieux middle class, c'est les lieux, voilà, c'est pas une banlieue de cinéma dans le sens où elle d'emblée nous plonge dans une sociologie qui serait marquée et donc qui nous embarquerait d'emblée dans des histoires. Donc c'est pour moi un espace profondément de cinéma parce qu'on peut se l'approprier et qu'il est en plus profondément français parce qu'il existe en France aujourd'hui et en même temps il raconte un peu les États-Unis ou une banlieue européenne, ces maisons de briques, mais c'est pas non plus la banlieue fantasmatique. En ce moment on a l'impression, dans les téléfilms, dans les films souvent on a l'impression que Wisteria Lane ça existe vraiment. Vous voyez la banlieue de Desperate Housewives. On nous joue le truc et tout, il y a même les boîtes aux lettres avec les petits drapeaux rouges et tout. On se dit mais non, ça n'existe pas en France quand même. Et donc j'aime bien cette banlieue-là parce qu'à la fois elle est effectivement territoire de cinéma un peu fantasmatique et en même temps elle existe, c'est la mienne, quoi. Bonsoir. Je voulais savoir comment vous avez choisi les actrices et comment s'est passée la direction d'acteurs. Alors je les ai choisis. Je suis tellement habituée à parler de l'autre film que il faut que je me remette les trucs. C'est du casting sauvage. Donc casting sauvage, ça veut dire qu'on va chercher dans la rue, partout. C'est du safari, quoi. Safari d'adolescents. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé Pauline Accard qui joue le rôle principal, Marie. Elle a été trouvée dans la rue. Ensuite Adèle Haenel qui joue Floriane, que depuis vous avez peut-être vu au cinéma, parce qu'elle a fait quand même pas mal de films. Elle avait déjà fait un film quand elle avait 11 ans, et donc la directrice de casting la connaissait. Et puis la troisième, qui n'a pas de nom dans le film, mais qui s'appelle Anne, et qui s'appelle Louise Blacher dans la vie, elle m'a écrit une lettre. Parce que j'avais mis une annonce, vous voyez, c'était juste en dessous de l'annonce de la Star Academy qui existait encore à l'époque, ce qui est l'âge paléolithique quand même, et ce qui ne rajeunit pas. Et donc dans Téléstar, vous voyez, j'avais mis une annonce. Et donc elle a répondu par courrier, elle est arrivée par courrier. Et donc ces trois jeunes filles avec des expériences assez différentes, une qui n'avait rien demandé, qu'on avait pris dans la rue, qui n'avait jamais pensé à ça, une qui avait déjà tourné et une qui en avait très envie. On les a fait répéter 1 mois et demi ensemble, avec moi aussi, qui répétait avec elle. Et on a fait fortement connaissance avant le tournage, mais on répétait pas vraiment. On répétait pas des scènes. En plus, c'est pas un film très bavard, donc c'est pas comme si on pouvait se renvoyer les dialogues comme ça.
Donc on travaillait à la périphérie du film, des personnages et surtout à l'amitié entre nous. Voilà, parce que pour moi c'est ça la clé de la direction d'acteur avec des jeunes, non professionnels, c'est la relation qu'on va nouer de confiance, quoi. Et le fait de les engager fortement. Plus on travaille avec des gens jeunes, et donc c'est encore pire avec les enfants, plus il faut les responsabiliser et dialoguer et leur faire comprendre qu'on fait du cinéma, pas les instrumentaliser, quoi, pas jouer à la marionnette. Et donc ensuite, c'est ça qu'on fait sur le plateau après. Moi je fais très peu de prises, surtout que là c'est tourné en pellicule, donc le temps est compté. Donc c'est 3 prises par séquence, et donc souvent par scène parce que c'est beaucoup de plans séquences. Donc voilà, et ça c'était aussi une façon de les diriger pour moi. C'était de pas partir sur je mets la caméra sur l'épaule et puis je vous suis, mais de les contraindre au contraire, et de les contraindre à un exercice qui est difficile, qui est de jouer une scène dans son entier comme ça, et puis on ne va pas pouvoir se rattraper au montage, quoi. Et ça, c'est une façon de les engager, de leur mettre, voilà, de les regarder vraiment et de leur mettre une forme de pression. Et ça a marché, je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ça se trouve ça marche pas du tout, je sais pas. Mais c'était vraiment, voilà, on était un corps collectif, et depuis, comme j'ai travaillé avec des enfants, je me rends compte à quel point c'est pas du tout la même chose que les adolescents, qu'avec les adolescents, on peut vraiment partager un film. On peut parler de cinéma, on fait partie de la même aventure, quoi. Avec des enfants, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous partagez que des moments avec des enfants, mais vous partagez pas le film. Vous êtes tout seul, vous êtes seul comme un chien. C'est pour ça que je ne retravaillerai jamais avec des enfants, d'ailleurs. Mais bon, on va arrêter de parler d'un film qu'on n'a pas vu. Voilà. Il y a un film auquel on pense beaucoup en voyant le film, c'est L'Effronté de Claude Miller. Il y a notamment une scène un peu similaire, du plongeon dans la piscine. Est-ce que ce film était pour vous une référence? Oui. C'est une référence parce que c'est un film que j'ai vu adolescente et qui m'avait beaucoup marqué, comme la possibilité d'un film sur une adolescente qui me concernerait, enfin, donc comme une espèce de modèle comme ça de film à la fois d'un auteur, Claude Miller, et puis en même temps un film très pop, très avec son tube, un film comme ça qui peut plaire à la fois à mes parents et à moi, quoi. Et donc c'est une espèce de modèle, et c'est un film assez culte, assez générationnel, L'Effronté. Et le physique de mon interprète est quand même une réminiscence de Charlotte Gainsbourg, et je l'ai pas entravé, c'est-à-dire que en plus on va aller chercher la petite jupe en jean qui va bien et qui va nous rappeler. Voilà, j'ai pas mis la BO italienne non plus, faut pas déconner, mais oui, c'est un film que j'aime beaucoup, et que alors après je l'ai pas revu pour faire le film, c'est vraiment une réminiscence, mais c'est assez fou à quel point il y a des parallèles, y compris dans même la construction, quoi, qui sont des constructions classiques, mais c'est vraiment une jeune fille à la frontière en train de chercher sa féminité, qui rentre dans l'idolâtrie d'une jolie blonde accomplie dans sa discipline, et qui a par ailleurs une amie un peu boulet, vilain petit canard, qui soi-disant l'entrave, alors qu'en réalité elle est son plus grand atout, allié. Et donc c'est des films qui célèbrent l'amitié en passant par des désirs comme ça, enfin, des trios. Enfin, bon, il y a beaucoup de points communs, effectivement. Mais c'est parce que c'est des structures assez classiques, et que moi j'ai le goût de ces structures classiques-là, et de récits comme ça qui sont architecturés autour de choses simples, efficaces, qu'on connaît, qu'on aime à reconnaître, quoi, et j'aimais bien cette idée-là c'est comme cette histoire de natation synchronisée dans le film, j'aime l'idée qu'il y ait une espèce de malentendu, quoi, qu'elle se dise je veux faire ça, quoi. Parce que ça mêle aussi le spectateur dans une connivence avec le récit qui est ouais, d'accord, c'est Billy Elliot dans la natation synchronisée, quoi. Et puis il est un peu dans des chaussons, il est bien le spectateur, il est bien dans son siège, et puis finalement c'est pas Billy Elliot dans la natation synchronisée, et du coup, mais on est quand même dans le plaisir de l'anticipation, et du coup on est confiant, et du coup on se livre plus, quoi. Ouais. Bonjour, j'aimerais savoir comment vous avez abordé avec ces adolescents le corps, la sexualité, jusqu'à l'hymen.
En parlant beaucoup, déjà, encore une fois, avec grand souci d'honnêteté, c'est-à-dire que dès la phase de casting, n'importe quelle fille qui passait le casting, je lui racontais toute l'histoire, y compris cette question de la défloration de l'une par l'autre. Et il s'agissait pas de négocier, d'être à l'aise avec ça, c'est-à-dire qu'il fallait, je n'allais pas les convaincre, quoi. Donc il fallait que ça leur évoque quelque chose et qu'elles ne soient pas à travailler autour de ces questions. Et ensuite, c'est beaucoup dans ce travail de répétition en amont qu'on a abordé ces questions du corps et de la nudité, et qu'on y allait vraiment pas à pas. Enfin, il y a assez peu de nudité, mais cette question ça passe beaucoup par pourquoi elles font ça, quoi. Et pour moi, tant que c'est justifié, alors on peut y aller, quoi. Je ne vais pas demander à une fille de se mettre toute nue, je lui demande de se mettre toute nue parce que c'est important dans le film à ce moment-là et qu'il faut que ce soit absolument nécessaire pour elle, pour la comédienne, de se dire que c'est nécessaire pour le personnage. Et donc c'est finalement assez simple dans mon souvenir. La scène, évidemment que la scène de dépucelage, ça c'est pas simple, mais par exemple ça se résout dans la mise en scène. C'est vraiment aussi leur parler de mise en scène. Où est-ce que je vais poser ma caméra, quoi? Comment je vais te filmer toute nue? Comment je vais filmer cette scène-là entre vous? Le simple fait que ce soit un plan séquence, par exemple, qui est juste un point de montage, je leur dis à l'avance parce que ça veut dire qu'elles sont déjà dans la confiance de comment elles sont regardées, et donc il n'y a pas de triche, quoi. Il n'y a pas de triche, et elles anticipent cette chose-là et elles le jouent à cette échelle-là, quoi. Donc c'est vraiment partager, c'est des solutions de mise en scène pour soi, et c'est partager cette mise en scène avec ces comédiens pour qu'ils soient dans l'intelligence de tout ça et qu'on trouve ensemble la bonne distance, quoi. Parce que c'est quasiment tout le temps qu'une question de distance, la pudeur, en fait. Dans la vie aussi, d'ailleurs. Une dernière question. Oui, parce que j'ai pas de questions à poser. C'est un témoignage, parce que j'étais très touché par ce film. Je trouve ça vraiment très fort, et enfin, moi j'étais vraiment très ému. Et je dois dire que j'ai même souffert pendant ce film. J'ai trouvé assez pénible, quoi. C'est parce que vous allez au cœur de ce qui se passe dans la vie des adolescents. Et quand même, je trouve que la manière dont vous traitez ça, c'est assez casse-gueule, quoi. Parce que c'est pas du tout un film commercial. Pas du tout. Et je connais plein de gens qui se sauveraient, quoi, avec un film comme ça. Parce que on reste enfermé tout le long dans cette histoire. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait pourquoi il n'y a pas les parents. Pour moi, c'était évident. Il fallait pas qu'il y ait les parents là-dedans. C'est un peu comme dans ces films policiers où il n'y a jamais de gendarme. Hein? Eh ben non, on est enfermé là-dedans, tout le long, quoi. Et je trouve cette fin magnifique, ces deux filles qui plongent dans l'eau et qui finalement restent ensemble. Vous faites que poser des questions, vous n'êtes pas du tout dans l'affirmation comme ça. Je trouve qu'il y a énormément de justesse dans votre propos, quoi. Je reste sur une grande émotion dans ce film, quoi. Ouais, mais c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ça me plaît. Je vous laisse la conclusion alors. Merci.